Bonsoir, bienvenue dans la chambre des rêves où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. La forêt de Brocéliande-les-Neiges était une étendue immense de sapins et d'épicéas qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres, si dense et si profonde que même les habitants des villages environnants s'y aventuraient rarement, surtout en hiver quand la neige recouvrait tout d'un manteau blanc et silencieux. Au cœur de cette forêt, là où même les bûcherons les plus téméraires ne se rendaient qu'en cas d'absolue nécessité, se trouvait une petite cabane en bois. Elle était si bien cachée entre les arbres, si parfaitement intégrée au paysage, qu'on pouvait passer à quelques mètres sans la remarquer. Construite il y avait longtemps, personne ne savait exactement quand, elle avait survécu aux décennies, aux tempêtes, aux hivers rigoureux, comme si quelque chose ou quelqu'un la protégeait de la décrépitude qui frappe inévitablement toutes les constructions abandonnées. Les villageois de Saint-Rémy-du-Bois, le hameau le plus proche situé à 8 km de là, racontaient des histoires sur cette cabane. Ils disaient qu'elle avait appartenu à un vieil homme nommé Antoine Mercier, un ermite qui avait quitté le village 60 ans auparavant pour vivre en solitaire dans la forêt. Personne ne savait vraiment pourquoi il était parti. Certains disaient qu'il avait perdu sa femme et son enfant dans un accident tragique et ne supportait plus la présence d'autres êtres humains. D'autres murmuraient qu'il avait simplement été attiré par la solitude, par le besoin profond de se retirer du monde et de vivre selon ses propres termes. Pendant des années, Antoine avait vécu dans sa cabane, ne descendant au village que 2 ou 3 fois par an pour acheter les quelques provisions qu'il ne pouvait pas produire ou chasser lui-même. Les villageois le décrivaient comme un homme grand et mince, aux cheveux et à la barbe blanc, aux yeux d'un bleu perçant qui semblait voir au-delà des apparences. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses paroles avaient un poids, une sagesse qui venait de quelqu'un qui avait passé des années en contemplation solitaire. Puis, un jour, il avait cessé de venir. Une année passa, puis 2, puis 10. Les villageois supposèrent qu'il était mort, probablement paisiblement dans son sommeil, là-haut dans sa cabane. Quelques-uns parlèrent d'organiser une expédition pour vérifier, peut-être lui donner une sépulture décente, mais personne ne le fit jamais vraiment. La forêt était vaste, le chemin difficile, et il semblait y avoir une réticence tacite à déranger le repos d'Antoine, où qu'il fût. Au fil du temps, l'histoire d'Antoine et de sa cabane devint une légende locale. Les parents la racontaient à leurs enfants au coin du feu, ajoutant chaque fois de nouveaux détails, transformant peu à peu l'homme réel en figure mythique. On disait que sa cabane était enchantée, qu'elle apparaissait et disparaissait selon sa volonté, qu'elle offrait refuge à ceux qui en avaient vraiment besoin mais restaient invisibles aux curieux. On racontait que l'esprit d'Antoine veillait encore sur la forêt, protégeant les animaux et les arbres, guidant les voyageurs égarés vers la sécurité. Comme toutes les légendes, celle-ci contenait probablement une part de vérité et une part d'imagination. Mais personne ne savait vraiment où s'arrêtait l'une et où commençait l'autre. C'est dans cette forêt légendaire que Mathieu Durand se retrouva égaré un soir de décembre, alors que la nuit tombait rapidement et qu'une tempête de neige commençait à se lever. Mathieu était un homme de 42 ans, professeur d'histoire dans un lycée de Lyon. Il avait pris quelques jours de vacances pour faire de la randonnée dans cette région qu'il ne connaissait pas, cherchant à s'éloigner du stress de sa vie urbaine, à retrouver une connexion avec la nature qu'il sentait avoir perdue au fil des années. Il avait commencé sa randonnée le matin même, suivant un sentier balisé qui devait faire une boucle à travers la forêt et le ramener à son point de départ avant la tombée de la nuit. Mais quelque part en milieu d'après-midi, il avait pris un mauvais embranchement, ou peut-être les marques du sentier étaient-elles effacées par la neige qui tombait de plus en plus fort. Toujours est-il qu'il se retrouva profondément enfoncé dans la forêt, sans repère, sans certitude de la direction à prendre. Il avait continué à marcher, espérant retrouver le sentier ou au moins apercevoir quelque chose de familier. Mais la forêt semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions, un labyrinthe d'arbres identiques recouverts de neige. Le jour déclinait rapidement, cette obscurité précoce de l'hiver qui transforme l'après-midi en nuit en quelques heures. Et avec la nuit venait le froid, un froid mordant qui pénétrait à travers ses vêtements pourtant chauds, qui engourdissait ses doigts et ses orteils malgré ses gants et ses bottes.
Mathieu savait qu'il était en danger. Passer une nuit dehors par ce temps, sans abri, sans moyen de faire du feu, pourrait être fatal. L'hypothermie s'installerait progressivement, lui volant d'abord la capacité de penser clairement, puis la coordination de ses mouvements, puis finalement la conscience elle-même. Il devait trouver un abri, n'importe quel abri, rapidement. La tempête s'intensifiait. Le vent hurlait entre les arbres, soulevant des tourbillons de neige qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. Mathieu avançait péniblement, chaque pas s'enfonçant profondément dans la neige accumulée, utilisant ses bâtons de randonnée pour maintenir son équilibre. Ses pensées devenaient confuses, dominées par une seule obsession. Trouver un abri, survivre à cette nuit. Et c'est alors, au moment où il commençait à désespérer vraiment, où une partie de lui envisageait de simplement s'allonger dans la neige et d'attendre que tout soit fini, qu'il aperçut la lumière. C'était une lueur faible, vacillante, qui brillait entre les arbres à une centaine de mètres devant lui. Une lumière jaune et chaude, comme celle d'une bougie ou d'une lampe à huile. Mathieu cligna des yeux, certain d'halluciner. Comment pourrait-il y avoir une lumière ici, au milieu de nulle part, en pleine tempête? Mais la lumière persistait, constante malgré le vent et la neige. Il se dirigea vers elle, trébuchant dans sa hâte, tombant plusieurs fois mais se relevant chaque fois, attiré par cette promesse de chaleur et de sécurité comme un papillon de nuit vers une flamme. À mesure qu'il approchait, la source de la lumière se révéla. Une petite cabane en bois, à peine plus grande qu'une chambre, avec un toit pentu recouvert d'une épaisse couche de neige. Une fenêtre unique, aux carreaux givrés, laissait filtrer cette lumière qui avait guidé Mathieu à travers l'obscurité. Il s'approcha de la porte, une simple construction de planches de bois assemblées avec des ferrures rouillées. Il frappa, attendit. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Toujours rien. Tremblant maintenant de froid et d'épuisement, Mathieu tourna la poignée et poussa la porte. Elle s'ouvrit sans résistance, comme si elle n'avait jamais été verrouillée, révélant l'intérieur de la cabane. Mathieu entra, referma rapidement la porte derrière lui pour empêcher le vent glacial de pénétrer, et resta immobile un moment, laissant ses yeux s'adapter à la lumière de l'intérieur. La cabane était petite mais étonnamment accueillante. Un feu brûlait dans une cheminée de pierre au fond de la pièce, ses flammes dansant joyeusement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de bois. Une table simple occupait le centre de l'espace, flanquée de 2 chaises. Un lit étroit était poussé contre un mur, recouvert d'une épaisse couverture de laine. Des étagères fixées au mur contenaient quelques livres, des ustensiles de cuisine, des boîtes et des bocaux. Une lampe à huile posée sur la table diffusait une lumière douce et stable. Et sur cette table, quelque chose qui figea Mathieu sur place. Une tasse fumante, remplie de ce qui semblait être du thé, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse dans l'air chaud de la cabane. Mathieu regarda autour de lui, le cœur battant. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, sa voix rauque d'épuisement et de froid. Pas de réponse. Il fit quelques pas à l'intérieur, scrutant les coins sombres, cherchant une présence humaine. Mais la cabane était vide. Absolument vide. Personne ne se cachait derrière le lit. Personne ne se tenait dans l'ombre près de la porte. Il était seul. Mais alors, qui avait allumé le feu? Qui avait préparé ce thé? Qui entretenait cet endroit qui, malgré son apparente ancienneté, était propre, ordonné, presque cosy dans son austérité? Mathieu s'approcha de la table, tendit une main hésitante vers la tasse. Elle était chaude au toucher, le thé à l'intérieur encore fumant. Comme si quelqu'un venait juste de le préparer, puis était sorti quelques secondes avant l'arrivée de Mathieu. Mais c'était impossible. Il n'y avait qu'une porte, celle par laquelle il était entré, et personne n'était passé devant lui. Et la fenêtre était fermée, gelée de l'intérieur, manifestement non ouverte depuis longtemps. Une partie de Mathieu, la partie rationnelle formée par des années d'éducation académique, cherchait une explication logique. Peut-être que le feu et la lampe étaient restés allumés depuis un moment, maintenus par quelqu'un qui passait régulièrement. Peut-être que le thé avait été préparé plus tôt dans la journée, et que la cabane bien isolée avait gardé sa chaleur. Peut-être qu'il y avait une autre sortie qu'il n'avait pas vue, et que l'occupant était parti juste avant son arrivée.
Mais une autre partie de lui, plus profonde, plus intuitive, savait que ces explications ne tenaient pas. Il y avait quelque chose d'autre ici, quelque chose qui échappait à la logique ordinaire. Cette cabane avait une présence, une atmosphère qui suggérait qu'elle était habitée non pas par un corps physique mais par quelque chose de plus subtil, de plus persistant. Mathieu retira son sac à dos alourdi par la neige, ôta ses gants et son bonnet, et s'approcha du feu pour se réchauffer. La chaleur était merveilleuse, pénétrant dans ses os gelés, ramenant la sensation dans ses membres engourdis. Il resta là pendant de longues minutes, les mains tendues vers les flammes, sentant la vie revenir progressivement dans son corps. Quand il fut suffisamment réchauffé, il examina la cabane plus attentivement. Les livres sur les étagères étaient vieux, leurs reliures de cuir craquelées, leurs pages jaunies par le temps. Il en prit un au hasard et l'ouvrit. C'était un recueil de poésie, avec une dédicace manuscrite sur la page de garde. Pour Antoine, qui voit la beauté dans la solitude. Avec affection, Marie. 1962. Mathieu referma doucement le livre, le remit en place avec respect. Sur une autre étagère, il trouva un journal, similaire à celui qu'il avait lu dans la maison de M. Valmont des mois auparavant. Il l'ouvrit, vit qu'il était rempli d'une écriture soignée et régulière. La première entrée était datée du 15 avril 1965. Je suis arrivé à la cabane aujourd'hui. C'est ma nouvelle maison, mon refuge. Ici, loin du monde et de ses bruits, je pourrai enfin trouver la paix que je cherche depuis si longtemps. Mathieu tourna les pages, fasciné. Le journal couvrait des années, documentant la vie solitaire d'un homme dans cette forêt. Antoine, car c'était bien lui l'auteur, décrivait ses journées avec une simplicité poétique. Les saisons qui passaient, chacune apportant sa propre beauté. Les animaux qu'il observait, les cerfs qui venaient boire au ruisseau près de la cabane, les écureuils qui stockaient des noisettes pour l'hiver, les hiboux qui ululent dans la nuit. Les tempêtes qu'il traversait, la neige qui s'accumulait parfois si haut qu'il devait pelleter un tunnel pour sortir de sa porte. Mais le journal révélait aussi la philosophie d'Antoine, sa compréhension profonde de ce que signifiait vivre en harmonie avec la nature, en acceptation de la solitude. La solitude n'est pas un fardeau quand on apprend à l'embrasser, écrivait-il. Elle devient alors une compagne, une enseignante. Elle nous montre qui nous sommes vraiment quand nous ne sommes plus distraits par les exigences et les attentes des autres. Dans le silence de la forêt, j'ai trouvé une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, la mienne, authentique et claire. Mathieu continua de lire, perdu dans ces pages qui lui offraient une fenêtre sur une vie si différente de la sienne. Antoine parlait de la mort avec une sérénité qui le touchait profondément. « Je sais que je mourrai ici », écrivait-il dans une entrée datée de 1998, alors qu'il devait avoir plus de 80 ans. Et c'est bien ainsi. Cette forêt a été ma maison. Elle sera aussi ma dernière demeure. Mais je ne crains pas la mort. J'ai vécu pleinement, selon mes propres termes. J'ai vu des milliers de levées et de couchers de soleil, chacun unique et magnifique. J'ai connu le silence profond et la paix intérieure. Que pourrais-je demander de plus ? La dernière entrée était datée du 3 janvier 2005. L'hiver est particulièrement rude cette année. Je sens que mes forces m'abandonnent. Peut-être est-ce ma dernière saison. Mais je ne suis pas triste. J'ai eu une belle vie, différente de celle que j'avais imaginée dans ma jeunesse, mais belle néanmoins. Si quelqu'un trouve ce journal après ma mort, je veux qu'il sache ceci. Cette cabane a été pour moi un sanctuaire. Elle m'a protégé des tempêtes, m'a gardé au chaud pendant les hivers glaciales, m'a offert un toit et 4 murs solides. En retour, j'ai pris soin d'elle, les réparé, les entretenu. Et maintenant, je lui confie une dernière mission. Qu'elle continue d'offrir refuge à ceux qui en ont besoin. Que sa porte reste toujours ouverte aux voyageurs égarés, aux âmes fatiguées, à tous ceux qui cherchent un abri contre les tempêtes de la vie. Et je resterai ici, d'une certaine manière, veillant sur elle et sur ceux qu'elle accueille, aussi longtemps que les murs tiendront et que le toit ne s'effondrera pas. Mathieu ferma lentement le journal, profondément ému. Il comprenait maintenant. Antoine était mort ici, probablement au cours de l'hiver 2005, soit presque 20 ans auparavant.
Son corps avait dû être découvert au printemps, ou peut-être jamais découvert, devenu partie intégrante de la forêt qu'il avait tant aimée. Mais quelque chose de lui persistait. Pas son fantôme au sens conventionnel du terme, pas une présence effrayante ou malveillante. Plutôt son intention, son désir profond que cette cabane continue d'offrir refuge, qui s'était imprégné dans les murs eux-mêmes. C'était pour cela que le feu brûlait, que la lampe était allumée, que le thé était chaud. Non pas parce qu'une main physique les avait préparés, mais parce que la cabane elle-même, imprégnée de l'esprit de son ancien occupant, continuait de remplir sa fonction de refuge et d'hospitalité. Mathieu sut que cette explication n'aurait satisfait aucun scientifique, qu'elle défia toute logique rationnelle. Mais assis là, dans cette cabane au milieu de la tempête, réchauffé par un feu qui n'aurait pas dû brûler, il ne pouvait nier ce qu'il ressentait, une présence bienveillante, protectrice, qui l'avait guidé ici et qui veillait maintenant sur lui. Il prit la tasse de thé, la porta à ses lèvres. Le liquide était parfaitement tempéré, ni trop chaud ni tiède, et avait un goût d'herbe de la forêt, apaisant et réconfortant. Il le but lentement, savourant chaque gorgée, sentant la chaleur se diffuser dans son corps. Puis, épuisé par sa longue journée et son épreuve dans la tempête, Mathieu s'allongea sur le lit, tirant la lourde couverture de laine sur lui. Le feu continuait de crépiter doucement dans la cheminée, projetant sa lumière dansante sur les murs. Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant et la neige martelant les murs. Mais à l'intérieur, tout était paix et chaleur. Mathieu ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit vraiment en sécurité, vraiment protégé. Pas seulement physiquement, à l'abri des éléments, mais d'une manière plus profonde. Comme si cette cabane, et l'esprit qui l'habitait encore, comprenaient ce dont il avait besoin et le lui offraient sans condition ni jugement. Il s'endormit rapidement, tombant dans un sommeil profond et réparateur. Et pendant son sommeil, il rêva. Il rêva qu'il marchait dans la forêt sous un ciel clair et étoilé. La neige brillait sous la lumière de la lune, transformant le paysage en un monde féerique d'argent et de blanc. Et marchant à ses côtés, il y avait un vieil homme, grand et mince, avec des cheveux et une barbe blanc, des yeux d'un bleu perçant qui brillaient de sagesse et de bonté. « Ne crains rien, disait l'homme, sa voix douce mais claire. Tu es en sécurité ici. La forêt prend soin de ceux qui la respectent, et la cabane offre toujours refuge à ceux qui en ont besoin. »« Êtes-vous Antoine ?» demandait Mathieu dans son rêve. L'homme souriait. « Je suis ce qui reste de lui. Un souvenir, une intention, un écho qui refuse de s'éteindre. J'ai aimé cette forêt et cette cabane de mon vivant, et cet amour persiste même après ma mort. Je veille encore, à ma manière, sur ce lieu et sur ceux qui l'accueillent. » Ils marchèrent ensemble en silence pendant un moment, leurs pas ne laissant aucune trace dans la neige. Puis Antoine s'arrêta, se tourna vers Mathieu. « Tu es venu ici cherchant quelque chose, n'est-ce pas ? Pas simplement un abri contre la tempête, mais quelque chose de plus profond. Tu te sens perdu, pas seulement dans cette forêt mais dans ta vie. Tu cherches un sens, une direction, une raison de continuer. » Mathieu voulut nier, mais il savait que c'était vrai. Sa vie lui semblait vide depuis un moment, une succession de jours identiques remplis d'obligations mais dépourvus de véritable signification. C'était pour cela qu'il avait entrepris cette randonnée, espérant que le contact avec la nature lui apporterait la clarté qu'il ne trouvait pas dans sa vie quotidienne. « La réponse que tu cherches, dit Antoine doucement, ne se trouve pas dans la forêt ou dans la cabane. Elle est en toi, elle a toujours été en toi. Mais parfois, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver. Nous avons besoin de nous dépouiller de tout ce qui est familier et confortable pour découvrir qui nous sommes vraiment, ce qui compte vraiment pour nous. Cette nuit dans la cabane est un cadeau. Utilise-la pour réfléchir, pour écouter ta voix intérieure, pour te reconnecter à ce qui donne du sens à ton existence. » Il posa sa main sur l'épaule de Mathieu, et même dans le rêve, Mathieu pouvait sentir le poids de cette main, sa chaleur, sa solidité. Tu n'es jamais vraiment seul, même quand tu crois l'être. Il y a toujours quelque chose qui veille sur toi. Parfois c'est une personne, parfois c'est un souvenir, parfois c'est simplement la bonté inhérente de l'univers qui se manifeste sous des formes inattendues. Fais confiance à cela.
Fais confiance à la vie. Mathieu se réveilla lentement, émergeant de son rêve comme on émerge d'une eau profonde. La cabane était silencieuse. Le feu brûlait toujours, bien que plus faiblement maintenant, ses braises rougeoyant doucement dans la pénombre. À travers la fenêtre givrée, il voyait les premières lueurs de l'aube, ce gris perle qui précède le lever du soleil. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. La tempête s'était calmée pendant la nuit. La neige tombait toujours, mais doucement maintenant, de gros flocons paresseux qui descendaient en spirale élégante. Le monde extérieur était recouvert d'une épaisse couche de neige fraîche, immaculée et brillante. Mathieu prépara son départ, rangeant ses affaires, remettant ses vêtements chauds. Il ajouta quelques bûches au feu, voulant le laisser brûler pour le prochain visiteur. Il remit la lampe à huile en place sur la table, nettoya et rinça la tasse de thé qu'il avait utilisée. Il voulait laisser la cabane exactement comme il l'avait trouvée, prête à accueillir le prochain voyageur égaré qui aurait besoin de son refuge. Avant de partir, il écrivit une note sur un morceau de papier qu'il trouva sur l'étagère. « Merci pour l'hospitalité. Cette cabane m'a sauvé la vie cette nuit. Je m'assurerai que d'autres connaissent son existence et sa générosité. Avec gratitude et respect, Mathieu Durand, décembre 2024. » Il plia la note et la laissa sur la table, puis ouvrit la porte et sortit dans le matin hivernal. Le froid le saisit immédiatement, mais c'était un froid supportable maintenant, pas le froid mortel de la nuit précédente. Le ciel s'éclaircissait, promettant une belle journée ensoleillée après la tempête. Mathieu s'apprêtait à partir quand quelque chose attira son attention. Dans la neige fraîche autour de la cabane, il y avait des empreintes. Non pas ses propres empreintes arrivant la veille au soir, elles étaient maintenant recouvertes par la nouvelle neige. Non, il s'agissait d'empreintes fraîches, tracées pendant la nuit alors qu'il dormait. Il s'approcha pour les examiner. C'étaient des empreintes de pas humains, grandes, probablement celles d'un homme adulte. Elles commençaient à la porte de la cabane, faisaient le tour complet de la construction, puis s'enfonçaient dans la forêt vers le nord, disparaissant entre les arbres. Le cœur de Mathieu battit plus fort. Quelqu'un avait marché autour de la cabane pendant la nuit. Quelqu'un avait fait des rondes, comme un gardien vérifiant que tout était en ordre, que l'occupant à l'intérieur était en sécurité. Puis cette personne était repartie dans la forêt, disparaissant dans l'obscurité. Mathieu suivit les empreintes sur quelques mètres. Elles étaient claires, distinctes, indubitablement réelles. Pas une hallucination, pas un tour de son imagination. Quelqu'un ou quelque chose avait vraiment marché ici. Il se souvint de son rêve, de la figure d'Antoine marchant à ses côtés dans la forêt enneigée. Était-ce vraiment un rêve? Ou quelque chose de plus? Une rencontre réelle mais se déroulant dans un plan différent de la réalité ordinaire? Mathieu ne savait pas. Et d'une certaine manière, il n'avait pas besoin de savoir. Ce qui comptait, c'était qu'il avait été protégé cette nuit. Quelque chose ou quelqu'un avait veillé sur lui, s'était assuré qu'il était en sécurité, avait maintenu le feu brûlant et la cabane chaude pendant qu'il dormait. Il regarda une dernière fois la cabane, petite et humble mais si précieuse dans son hospitalité silencieuse. Puis il se tourna et commença à marcher, suivant son instinct vers ce qu'il espérait être la direction du village. La marche fut longue mais pas difficile. Le soleil se leva complètement, baignant la forêt d'une lumière claire et brillante. La neige scintillait comme parsemée de diamants. Les arbres se dressaient majestueux et silencieux, leurs branches chargées de neige créant des arches naturelles le long du chemin. Et remarquablement, alors qu'il marchait, Mathieu trouva toujours son chemin. Chaque fois qu'il hésitait à une intersection, ne sachant quelle direction prendre, quelque chose le guidait. Parfois c'était une empreinte d'animal qui semblait pointer dans une direction particulière. Parfois un arbre dont la forme suggérait un chemin. Parfois simplement une intuition qui lui disait de tourner à gauche plutôt qu'à droite. Après 3 heures de marche, il émergea de la forêt à l'endroit exact où il avait commencé sa randonnée la veille. Sa voiture était là, recouverte de neige mais intacte. Au-delà, il pouvait voir les premières maisons de Saint-Rémy-du-Bois, leurs cheminées fumant dans le froid matinal. Mathieu resta immobile un moment,
regardant en arrière vers la forêt qui s'étendait derrière lui, mystérieuse et magnifique. Quelque part là-dedans se trouvait la petite cabane en bois, attendant le prochain voyageur qui aurait besoin de son refuge. Et quelque part, d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre mais qu'il n'avait pas besoin de comprendre, l'esprit d'Antoine Mercier veillait encore, fidèle à la promesse qu'il avait faite des décennies auparavant de protéger ceux qui s'aventuraient dans son domaine forestier. Mathieu descendit au village et trouva une petite auberge où il put prendre un petit déjeuner chaud et raconter son histoire. Le propriétaire, un homme dans la soixantaine nommé Henri, l'écouta avec attention, hochant la tête de temps en temps. « Vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive, dit-il finalement. Tous les quelques années, quelqu'un vient avec une histoire similaire. Perdu dans la forêt, trouvant la cabane exactement quand il en avait le plus besoin, protégé pendant la nuit. Certains, comme vous, ont vu les empreintes mystérieuses. D'autres parlent de rêves où un vieil homme leur donne des conseils. Quelques-uns jurent avoir entendu une voix les guidant à travers les arbres. » Il versa à Mathieu une autre tasse de café chaud. Nous ne savons pas comment l'expliquer. Peut-être qu'Antoine a si fort voulu que sa cabane serve de refuge qu'elle continue de le faire, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que son esprit est toujours là, incapable ou refusant de partir tant que la forêt et la cabane ont besoin de lui. Ou peut-être, il sourit doucement, que la forêt elle-même a une conscience, une manière de prendre soin de ceux qui s'y perdent. Il se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Ce que je sais, c'est que vous avez eu de la chance. D'autres se sont perdus dans ces bois et n'ont pas trouvé la cabane. Ils ont été retrouvés au printemps quand la neige a fondu, morts de froid. Mais ceux qui trouvent la cabane, tous sans exception, reviennent sains et saufs. Et tous sont changés d'une certaine manière. Ils parlent de paix retrouvée, de clarté, de sens renouvelé. Comme si leur nuit dans la cabane leur avait donné quelque chose de plus que simplement un abri physique. Mathieu passa le reste de la journée au village, se réchauffant complètement, se reposant de son épreuve. Mais son esprit ne cessait de revenir à la cabane, à Antoine, à cette nuit extraordinaire qu'il avait vécue. Henri avait raison. Il était changé. Quelque chose en lui s'était transformé, clarifié, réaligné. Il pensa à sa vie à Lyon, à son travail d'enseignant, à ses routines quotidiennes qui lui semblaient si vides dernièrement. Et il réalisa que le problème n'était pas son travail ou sa vie elle-même. C'était sa manière de les vivre. Il avait perdu la connexion avec ce qui donnait du sens, avec la raison pour laquelle il avait choisi d'enseigner l'histoire en premier lieu. Le désir de transmettre, de préserver les histoires importantes, de s'assurer que les leçons du passé éclairent le présent. La cabane et Antoine lui avaient rappelé quelque chose de fondamental. Que chaque vie laisse une trace, que ce que nous faisons et comment nous le faisons persiste au-delà de notre existence physique. Antoine était mort il y a près de 20 ans, mais son intention de protéger et d'offrir refuge continuait. Sa bonté persistait, manifestée de manière mystérieuse mais réelle. Mathieu comprit qu'il voulait laisser une trace similaire. Pas nécessairement une cabane physique, mais quelque chose qui perdurerait, qui aiderait les autres, qui rendrait le monde un peu meilleur. Et il réalisa qu'il pouvait le faire à travers son enseignement, en transmettant non seulement des faits historiques mais aussi les leçons de compassion, de courage, de persévérance contenues dans ces histoires. Le lendemain, avant de reprendre la route vers Lyon, Mathieu retourna voir Henri. « Je voudrais faire quelque chose, dit-il. La cabane m'a sauvé la vie. Je veux m'assurer qu'elle continue d'être là pour les autres qui pourraient en avoir besoin. Peut-on organiser quelque chose? Une association pour l'entretenir, la préserver ?» Henri sourit largement. « Justement, nous en avons une. Le cercle des gardiens de la cabane, nous l'appelons. Quelques villageois qui, plusieurs fois par an, font le voyage jusqu'à la cabane pour vérifier son état, apporter du bois, des provisions non périssables, remplacer ce qui doit l'être. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. » Mathieu s'inscrivit immédiatement, faisant même un don généreux pour aider aux efforts de préservation. Henri lui donna une carte détaillée montrant le chemin exact vers la cabane, utilisée par les membres du cercle lors de leur visite. « Vous voyez, » expliqua Henri en pointant la carte, «
La cabane n'est pas vraiment difficile à trouver quand on sait où chercher. Mais elle a cette manière étrange de se cacher de ceux qui la cherchent par simple curiosité, et de se révéler à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est comme si elle choisissait ses visiteurs. Mathieu retourna à Lyon transformé. Il reprit son enseignement avec une énergie renouvelée, trouvant de nouvelles manières de rendre l'histoire vivante pour ses élèves, de leur montrer comment le passé informe le présent, comment les choix des individus peuvent avoir des répercussions qui durent des générations. Il raconta son histoire à ses étudiants, non pas comme un cours d'histoire mais comme une leçon de vie. Il leur parla d'Antoine, de son choix de vivre en solitaire mais pas en égoïste, de sa décision de faire de sa cabane un refuge pour tous ceux qui en auraient besoin, de la manière dont son intention avait persisté bien au-delà de sa mort. C'est ça, l'héritage, leur dit-il. Ce n'est pas la richesse matérielle que nous accumulons ou les monuments que nous construisons. C'est l'impact que nous avons sur les autres, la bonté que nous mettons dans le monde, les vies que nous touchons. Antoine était un ermite qui vivait seul dans une cabane, mais il a probablement sauvé des dizaines de vies au fil des décennies, et il continue de le faire même maintenant. C'est un héritage bien plus important que celui de la plupart des rois et des empereurs dont nous étudions l'histoire. Les étudiants écoutaient, captivés. Certains étaient sceptiques quant aux aspects plus mystérieux de l'histoire, mais tous étaient touchés par son message central. Et Mathieu vit une étincelle s'allumer dans leurs yeux, la prise de conscience qu'ils aussi pouvaient laisser une trace positive, qu'ils aussi pouvaient choisir de vivre d'une manière qui aiderait les autres. Chaque année, Mathieu retournait à Saint-Rémy-du-Bois. Il rejoignait les autres membres du Cercle des Gardiens pour l'une de leurs expéditions vers la cabane. Il emportait du bois coupé, des couvertures neuves, des conserves, des bougies, de l'huile pour la lampe. Il nettoyait la cabane, réparait ce qui devait l'être, s'assurait qu'elle serait prête pour le prochain visiteur qui en aurait besoin. Et à chaque visite, Mathieu prenait un moment pour s'asseoir sur le lit, relire quelques pages du journal d'Antoine, et simplement être présent dans cet espace qui avait tant compté pour lui. Il parlait parfois à haute voix, s'adressant à Antoine comme s'il pouvait l'entendre, le remerciant, lui racontant comment sa cabane continuait de faire une différence. Les années passèrent. L'histoire de la cabane se répandit au-delà du village, portée par ceux qui l'avaient trouvée et dont elle avait changé la vie. Des articles furent écrits dans des magazines de randonnée. Des blogs racontaient l'expérience mystérieuse de cette cabane qui apparaissait exactement quand on en avait besoin. Des documentaires furent même réalisés, explorant le phénomène, interviewant ceux qui avaient trouvé refuge dans ses murs. Mais malgré cette notoriété croissante, la cabane conservait son mystère. Les curieux qui partaient la chercher avec des GPS et des cartes détaillées se perdaient souvent, ne la trouvant jamais. Mais ceux qui s'égaraient vraiment dans la forêt, ceux qui avaient vraiment besoin d'un abri, la trouvaient invariablement, guidés par une lumière dans la fenêtre ou simplement par une intuition qui les menait au bon endroit. Et presque tous rapportaient les mêmes phénomènes, le feu déjà allumé, la lampe brillante, parfois même de la nourriture fraîchement préparée. Les empreintes mystérieuses dans la neige autour de la cabane. Les rêves de conversation avec un vieil homme sage. La sensation d'être protégé, veillé, guidé. Les scientifiques essayèrent d'expliquer ces phénomènes. Ils parlèrent d'hallucinations causées par l'hypothermie, de souvenirs altérés par le stress post-traumatique, de coïncidences amplifiées par la suggestibilité. Mais leurs explications ne satisfaisaient jamais complètement, ne rendaient pas compte de tous les détails, de toutes les cohérences dans les récits. Car il y avait quelque chose de réel ici, quelque chose qui défiait l'explication rationnelle simple. Peut-être était-ce vraiment l'esprit d'Antoine qui persistait, fidèle à sa mission autoproclamée de gardien de la forêt. Peut-être était-ce simplement la puissance de son intention, si forte qu'elle avait imprégné le lieu lui-même, créant une sorte de champ protecteur qui activait exactement quand on en avait besoin. Ou peut-être, comme Henri l'avait suggéré, la forêt elle-même avait une conscience, une manière de prendre soin de ceux qui s'y aventuraient avec respect. Quelle que soit l'explication, le résultat était le même. La cabane continuait de sauver des vies, de offrir refuge non seulement physique mais aussi spirituel, de rappeler aux gens qu'ils n'étaient jamais vraiment seuls, même dans leurs moments les plus sombres et les plus isolés. Mathieu, maintenant dans la cinquantaine, devenu un professeur respecté et aimé de ses étudiants, savait que l'expérience de cette nuit dans la cabane avait été le tournant de sa vie.
Elle lui avait rappelé ce qui comptait vraiment, l'avait reconnecté à sa passion pour l'enseignement, lui avait montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part, guidant vers la sécurité. Il écrivit un livre sur son expérience, non pas un récit sensationnaliste cherchant à prouver le surnaturel, mais une méditation profonde sur la solitude, la présence, la manière dont les actes de bonté persistent au-delà de la vie de ceux qui les accomplissent. Le livre devint un succès modeste mais durable, le genre de livre que les gens s'offrent les uns aux autres dans les moments difficiles, que l'on trouve sur les tables de chevet de ceux qui cherchent du réconfort et de l'inspiration. Et dans ce livre, Matthieu inclut les coordonnées exactes de la cabane. Non pas pour encourager le tourisme de masse, mais pour que ceux qui en auraient vraiment besoin puissent la trouver. Il savait que la cabane avait sa propre manière de choisir ses visiteurs, qu'elle se révélerait à ceux qu'elle devait accueillir et resterait cachée des autres. Un soir d'hiver, alors que Matthieu était assis dans son appartement lyonnais, confortablement installé avec une tasse de thé et un livre, son téléphone sonna. C'était Henri, du village. « Matthieu, je voulais que vous soyez le premier à savoir. Nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui lors de notre visite à la cabane. »« Quoi donc ?» demanda Matthieu, intrigué. « Un nouveau journal. Posé sur la table, exactement là où se trouvait celui d'Antoine. Mais celui-ci est différent. Il contient des entrées de dizaines de personnes différentes, toutes celles qui ont trouvé refuge dans la cabane au fil des années. Chacune a écrit quelques lignes, racontant son histoire, remerciant la cabane et Antoine. C'est comme un livre d'or, mais bien plus profond. Un témoignage collectif de toutes les vies que cet endroit a touchées. Matthieu sentit son cœur se réchauffer. C'est merveilleux. C'est exactement ce qu'Antoine aurait voulu, je pense. La preuve que sa mission continue, que sa bonté persiste. Il y a votre entrée aussi, ajouta Henri. La première, datée de décembre 2024. Et puis des dizaines d'autres après. Chaque histoire est unique, mais toutes ont le même thème, la gratitude, l'émerveillement, la transformation. Cette cabane change les gens, Matthieu. Elle leur rappelle ce qui est important. Après avoir raccroché, Matthieu resta longtemps assis dans son fauteuil, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Il pensa à Antoine, seul dans sa cabane pendant tant d'années, et se demanda si le vieil ermite avait jamais imaginé l'impact qu'il aurait. Probablement pas. Il avait simplement vécu selon ses valeurs, fait ce qui lui semblait juste, offert ce qu'il pouvait offrir. Et cela avait suffi. Plus que suffi. C'était la vraie leçon de la cabane, réalisa Matthieu. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses spectaculaires pour avoir un impact durable. Nous avons juste besoin de vivre avec intention, avec bonté, avec le désir sincère d'aider les autres quand nous le pouvons. Ces petits actes s'accumulent, se multiplient, créent des ondes qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Antoine avait construit une cabane et décidé qu'elle serait un refuge pour tous ceux qui en auraient besoin. Un acte simple. Mais cet acte avait sauvé des dizaines de vies, changé des centaines d'autres, inspiré des milliers de personnes qui avaient entendu l'histoire. Et cet impact continuerait, se propageant de génération en génération, aussi longtemps que la cabane tiendrait debout et que son histoire serait racontée. Cette nuit-là, Matthieu fit un rêve. Il était de retour dans la forêt, marchant sous la neige tombante. Et Antoine marchait à ses côtés, exactement comme dans ce premier rêve des années auparavant. Mais cette fois, Antoine souriait largement, ses yeux brillants de joie. « Tu as compris, disait-il. Tu as compris le message et tu l'as transmis. C'est tout ce que je pouvais espérer. » La cabane continue son œuvre, et maintenant d'autres connaissent son histoire et sont inspirés à créer leur propre refuge, leurs propres actes de bonté persistante. L'héritage se multiplie, se répand comme les cercles sur l'eau quand on y jette une pierre. « Est-ce vraiment vous ? demandait Matthieu. Ou êtes-vous simplement une projection de mon propre esprit ? Antoine riait, un son chaleureux et réconfortant. Est-ce que cela importe vraiment ? Que je sois un esprit réel ou simplement une partie de ta propre sagesse intérieure, le message est le même. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y a toujours quelque chose qui veille sur nous, que ce soit un être cher disparu, un étranger bienveillant, ou simplement la bonté inhérente de l'univers qui se manifeste de manière mystérieuse. Fais confiance à cela. Fais confiance à la lumière, même dans l'obscurité la plus profonde.
Mathieu se réveilla avec un sentiment de paix profonde. Il savait qu'il retournerait à la cabane bientôt, qu'il continuerait d'être l'un de ses gardiens aussi longtemps qu'il le pourrait. Et il savait que quand son propre temps viendrait de quitter ce monde, quelque chose de lui persisterait aussi, dans les vies qu'il avait touchées, les leçons qu'il avait enseignées, l'amour et la bonté qu'il avait mis dans le monde. Car c'est ça, finalement, l'immortalité véritable. Non pas la survie de notre corps ou même de notre conscience individuelle, mais la persistance de notre impact, de notre bonté, de l'amour que nous avons partagé. Antoine vivait encore, d'une certaine manière, dans chaque personne que sa cabane avait sauvée. Et ces personnes transmettraient à leur tour cette bonté, créant une chaîne ininterrompue de lumière qui traverserait les générations. La cabane en bois sous la neige demeure là aujourd'hui, au cœur de la forêt de Brocéliande-les-Neiges. Les gardiens continuent leur visite régulière, s'assurant qu'elle est toujours prête à accueillir ceux qui en auront besoin. Le journal collectif se remplit lentement, page après page, histoire après histoire, témoignage après témoignage de vies sauvées et transformées. Et parfois, lors des nuits d'hiver les plus froides, quand la tempête fait rage et que la forêt est plongée dans l'obscurité, une lumière brille à la fenêtre de la petite cabane. Une lumière chaude et accueillante qui guide les voyageurs égarés vers la sécurité. Une lumière qui dit « Viens, tu es le bienvenu ici. Tu es en sécurité. Tu n'es pas seul. » Et autour de la cabane, dans la neige fraîche, des empreintes apparaissent parfois, traçant un cercle protecteur, témoignant d'une présence qui veille encore, qui garde encore, qui protège encore tous ceux qui trouvent refuge dans ces murs humbles mais précieux. Car même quand on croit être seul, il existe toujours une présence, un souvenir, une trace, un cœur qui veille sur nous. La bonté ne meurt jamais vraiment. L'amour persiste. Et dans les endroits les plus improbables, de la manière la plus mystérieuse, la lumière continue de briller dans l'obscurité, nous rappelant que nous sommes tous connectés, tous protégés, tous portés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Mathieu l'a découvert dans cette cabane au cœur de la forêt enneigée, tu n'es jamais vraiment seul. Parfois c'est la bonté d'étrangers qui ont préparé le chemin pour toi sans même te connaître. Parfois c'est simplement la bienveillance mystérieuse de Dieu qui se manifeste exactement quand tu en as le plus besoin. Fais confiance à cette présence divine mais réelle. Fais confiance à la lumière qui brille quelque part, même quand tout semble sombre. Et souviens-toi aussi que tu peux être cette présence pour d'autres, que tes actes de bonté, aussi petits soient-ils, peuvent persister bien au-delà de ta propre vie, créant des refuges et des lumières pour ceux qui viendront après toi. Prends soin de toi, veille sur les autres quand tu le peux, et sache que tu es toujours protégé, toujours accompagné, même quand tu ne le vois pas. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.